l'acte de fondation de la ville d'Henrichemont en 1609. L'an 1609 de la mort d'un seul pour le salut de tous, 20e du règne plus florissant de Henri IV du nom, monarque des Français, roi des batailles, toujours auguste et victorieux, père et restaurateur de l'état de la France et de la paix au monde, au 3e mois de l'an, dont le nom est sacré à sa mémoire, Maximilien de Béthune, duc de Sully, marquis de Rosny, sire d'Orval, prince souverain de Boisbel, père et grand maître des armées et trésors de France, après 30 années de service rendus à son roi et à sa patrie en toutes les plus importantes occurrences de paix et de guerre, comblé d'honneur et de gloire pour avoir secondé les plus hautes intentions de son généreux maître, fait prospérer ses affaires, banni la nécessité, rétabli l'ordre des lois et l'abondance, pour monument à la postérité de choses si grandes, a jeté les solides fondements de cette ville de Henrichemont, dont la félicité doit être éternelle, puisqu'en son front reluit en ses portiques et en ses fondements, la gloire des monarques, l'honneur des reines, l'espoir de France et l'élite des hommes. Je vous ai lu l'acte de fondation de la ville d'Henrichemont dans le Cher, daté de mars 1609 et rédigé par Sully lui-même. Dans cette inscription, le ministre proclame avec éclat la création de cette cité. J'y reviendrai tout à l'heure. Maximilien de Béthune, 1559-1641, surintendant des finances et principal ministre du roi Henri IV, est associé naturellement au roi de Navarre, tout comme Louis XIII et Richelieu, où Colbert et Louis XIV ont présidé à la destinée du pays. Maximilien de Béthune est connu sous le nom de Sully, du nom de la terre de Sully-sur-Loire qu'il a acquis en 1602. Ses descendants ont habité le château jusqu'en 1962, date à laquelle la dernière représentante l'a vendu au département du Loiret. 70 000 personnes le visitent chaque année. Mais si Sully est très connu des habitants du Loiret, le personnage est en grande partie ignoré du grand public et peu traité. En dehors des travaux universitaires, on ne compte que 6 biographies de cet illustre individu au XXe siècle. Un sujet sur un surintendant des finances est a priori peu affriolant. Maximilien de Béthune naît en décembre 1559 au château de Rosny dans les Yvelines. Il est issu de la noblesse d'épée. Le plus ancien ancêtre connu des Béthunes vivait au XIIIe siècle. Le grand-père de Maximilien, Jean IV de Béthune, issu de la branche cadette de la maison et possessionné en Artois et Champagne, s'était marié une première fois le 1er juin 1529 avec Anne de Melun, qui lui avait apporté en dot la seigneurie de Rosny. À la mort d'Anne de Melun, survenue en 1540, Jean de Béthune se remarie avec une fille de petite extraction et dilapide son héritage. Il doit aliéner toutes ses terres, à l'exception de celles que lui avait apportées sa première femme, dont il ne pouvait disposer à son gré. Il meurt en 1555 en laissant à ses enfants un bien maigre héritage. La baronnie de Rosny échut à François, le fils aîné, âgé de 24 ans. Celui-ci épouse en 1558 Charlotte Dauvet, fille d'un feu président à la Chambre des comptes de Paris, chargée de contrôler les comptes des agents maniant les deniers publics. Après avoir donné à son époux 6 garçons et une fille, Madame de Rosny mourut en couche en 1566. L'époque est troublée. Depuis 1562, les guerres de religion déchirent la France. François de Béthune, qui est huguenot, répond en 1568 à l'appel du prince de Condé, chef de l'armée protestante. Le 13 mars 1569, les forces protestantes subissent une terrible défaite à la bataille de Jarnac. Condé est tué et le baron de Rosny est fait prisonnier. La paix de Saint-Germain du 8 août 1570 amnistie les rebelles. Mais pour recouvrer sa liberté,
François de Béthune doit payer une énorme amende de 300 000 livres, 300 kilos d'or. Il fut contraint de vendre une partie de ses terres pour réunir cette somme. Maximilien, lui, grandit à l'écart de ce tumulte. Il est confié aux soins d'un précepteur qui encourage le goût de son élève pour le latin, le grec, l'histoire, la géographie, la botanique et la zoologie. Au printemps 1572, le baron de Rosny présente son fils au prince de Navarre, lui aussi protestant. Cet Henri de Bourbon est âgé de 18 ans. On croit alors à une réconciliation nationale. Jeanne d'Albret, mère du prince héritier de Navarre, et Catherine de Médicis, mère de Marguerite de Valois et du roi Charles IX, 1560-1574, se mettent d'accord en avril 1572. Henri de Navarre épousera Marguerite. En juin, Jeanne d'Albret succombe à la tuberculose à Paris. Henri arrive en tant que roi dans la capitale le 9 juillet avec une escorte de 800 à 900 personnes. Le baron de Rosny arrive dans la capitale pour assister aux noces. Il fait venir son fils à Paris et le présente au roi de Navarre pour n'avoir jamais autre maître. Maximilien poursuivra ses études à Paris. La tranquillité fut de courte durée. Le 18 août 1572, le mariage de Henri et Marguerite est célébré. Le 20, François de Béthune rentre à Rosny où sa femme est tombée malade. Le 22, un attentat commis contre l'amiral de Coligny, chef protestant, échoue. Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, Coligny est égorgé dans son lit. Les protestants présents à Paris sont massacrés. Vous avez ici le massacre de la Saint-Barthélemy par François Dubois entre 1572 et 1584, musée des Beaux-Arts de Lausanne. Maximilien échappe à la tuerie en se réfugiant au collège de Bourgogne. Il sera marqué toute sa vie par ce massacre. Rosny décide que son fils poursuivrait ses études dans ce collège marqué par son enseignement laïque. Maximilien y passa 1 an. En 1573, le jeune Rosny rentra au château paternel. À la fin de 1575, François de Béthune mourut d'une pleurésie, laissant 5 orphelins. La tutelle de ses enfants mineurs fut confiée à 2 de leurs oncles. Maximilien, qui avait 16 ans, décida de rejoindre le roi de Navarre à Paris. Le 4 février 1576, Henri de Navarre, qui vivait sous surveillance à la cour de France, s'évade et prend la route de ses États. Maximilien le suit. À Niort, le roi de Navarre abjure le catholicisme. Rosny commence sa carrière militaire. À La Réole, en janvier 1577, il est l'un des premiers à escalader les remparts. Trêve et combats alternent, sans espoir d'une issue décisive. En 1578, Louis, le frère aîné de Maximilien, meurt noyé. Maximilien devient l'aîné de la famille. Les 3 frères survivants porteront le titre de baron de Rosny en partie durant 20 ans. Cet événement ne ramena point Maximilien au château familial. Il passa les années 1578-1579 à la cour de Navarre. Le 1er janvier 1580, en récompense de services rendus, il est nommé chambellan ordinaire et conseiller d'État de Navarre aux appointements de 2000 livres par an. Cette année 1580 s'acheva par une nouvelle paix. Ce nouvel accord avait été conclu entre Henri de Navarre et le duc d'Anjou, monsieur, frère du roi Henri III, 1574-1589. Monsieur rêvait de ceindre une couronne étrangère. Il entendait profiter de la situation chaotique des Pays-Bas. En mai 1579, les provinces du Sud avaient fait la paix avec le roi d'Espagne Philippe II, mais celles du Nord
mené par Guillaume d'Orange, rejetait sa souveraineté. Guillaume d'Orange et les États généraux des Provinces-Unies conclurent en septembre 1580 un traité reconnaissant le duc d'Anjou comme prince souverain. En avril 1581, Monsieur décida d'aller prendre possession de sa couronne. Des gentilshommes le suivirent. Rosny lui aussi s'engagea dans l'aventure avec l'accord du roi de Navarre. L'expédition tourna court et Monsieur dut quitter les Pays-Bas et se réfugier à Château-Thierry en octobre 1583. Maximilien était déjà rentré en France depuis plusieurs mois. Il retrouva le roi de Navarre. Celui-ci chargea Rosny de mission à la cour de France. À Paris, il rencontra Anne de Courtenay, qui descendait en droite ligne du roi Louis VI le Gros. Avec sa sœur Françoise, elle était la seule héritière de ses parents. De plus, elle était elle aussi protestante. Le contrat de mariage fut passé en octobre 1583 à Bontin, la seigneurie des Courtenay. Anne apportait à son époux 10 000 livres tournois de dot, 10 kilos d'or. Maximilien passa l'année 1584 en compagnie de sa jeune épouse. Il commença à asseoir sa réputation de bon gestionnaire. Il achetait des chevaux en Allemagne pour les revendre en Guyenne. À Rosny, il exploitait ses bois. À Bontin, il vendait ses blés. Une période paisible, marquée toutefois par un événement aux conséquences politiques incalculables. Le 10 juin 1584, le duc d'Anjou mourut. Le protestant Henri de Navarre devenait l'héritier de la couronne de France. Une idée insupportable pour les ligueurs, les catholiques extrémistes regroupés autour d'Henri, duc de Guise, et de son frère Charles. Allié à Philippe II d'Espagne par le traité de janvier 1585, il mène une double offensive à la fois contre Henri de Navarre et contre Henri III, jugé trop tiède à l'égard des protestants. Pour ne pas être victime de la Ligue, le roi de France décida d'en prendre la tête. Le 18 juillet 1585, le Parlement, la cour d'appel, enregistrait un édit qui déclarait le roi de Navarre déchu de ses droits sur la couronne et proscrivait la religion réformée. La guerre reprit. Rosny rejoignit le roi de Navarre. Le 20 octobre 1587, il participa à la bataille de Coutras. Ses compétences d'artilleur firent merveille. L'armée royale laissa sur le terrain plus de 2000 morts. En juin 1588, Anne de Courtenay accoucha d'un fils dans la capitale tenue par la Ligue. Un an après, elle tomba gravement malade et mourut. Mais Rosny n'eut pas le temps de s'apitoyer. Réconciliés en avril 1589, Henri III et Henri de Navarre s'unirent pour affronter la Ligue dirigée par le duc de Mayenne, frère du duc et du cardinal de Guise, exécuté à Blois les 23 et 24 décembre 1588. Le 1er août 1589, alors qu'il était auprès du roi de Navarre, Maximilien apprit la nouvelle de l'attentat perpétré par Jacques Clément contre Henri III. Le roi mourut le lendemain. Henri de Navarre fut reconnu comme roi par la plupart des gentilshommes proches du défunt. Il devint alors Henri IV, 1589-1610. Vous avez ici Henri IV portant la bannière blanche et la croix de l'ordre de Saint-Esprit, France Pourbu le Jeune, Versailles, XVIIe siècle. Le plus dur restait à faire. Il lui fallait reconquérir son royaume. L'immense majorité du royaume refusait de reconnaître le souverain. Le roi doit enchaîner les batailles. Il nomme Rosny capitaine d'une compagnie d'ordonnance, charge militaire prestigieuse. Maximilien reçut une compagnie de 50 hommes d'armes à cheval, 125 combattants au total.
Le 21 septembre 1589, à Arques, l'armée royale, pourtant 5 fois moins nombreuse que l'armée ligueuse, remporta la victoire grâce à son artillerie. Même s'il a exagéré son rôle dans ses mémoires, Rosny était bien présent à cette bataille. Le 14 mars 1590, à Ivry, Henri IV remporta une victoire totale sur la Ligue qui laissa 6000 hommes sur le terrain. Maximilien faisait partie de l'aile droite sur laquelle était tombé le gros des forces de la Ligue. Il reçut un coup de lance à la jambe et au ventre et un coup de pistolet à la cuisse. Il se fit porter sur un brancard à Rosny. Il y fut accueilli par le roi lui-même qui, au soir de la bataille, était allé y coucher. Maximilien demeura 3 mois chez lui pour soigner ses blessures. À Mantes, il fit la connaissance de Rachel de Cochefilet, veuve d'un maître de requête à l'hôtel du roi. Les 2 veufs se marièrent le 18 mai 1592. Vous avez ici Rachel de Cochefilet. Maximilien reprit la route avec sa compagnie à la fin de l'année 1592. Durant cette période, il n'a toutefois pas porté les armes en permanence. Il a effectué de longs séjours sur ces terres. Par exemple, quelques mois à Rosny, à l'été 1592. Il doit certes souvent soigner ses blessures, mais ses absences s'expliquent surtout par le ressentiment. Exemple, quelques jours après Ivry, la ville de Mantes capitule devant les forces royales. Henri IV donne le gouvernement militaire de la place à Salomon de Béthune, frère aîné de Maximilien, mais catholique. Rosny s'estime mal récompensé de ses services. La guerre continuait. Pour y mettre fin, le roi abjura la religion réformée à Saint-Denis le 25 juillet 1593. Le 27 février 1594, il fut sacré dans la cathédrale de Chartres. Henri IV fit appel à ses conseillers qui avaient des relations utiles chez les rebelles. Rosny était lié d'amitié avec Villars, gouverneur ligueur de Rouen. Après avoir obtenu la somme exorbitante de 1 200 000 livres, 1200 kilos d'or pour payer ses dettes, et la confirmation de l'office d'amiral de France, Villars se déclara pour le roi le 27 mars 1594. La Normandie tout entière rentrait dans l'obéissance 5 jours seulement après l'entrée du roi à Paris. Maximilien participa ensuite aux négociations entourant la soumission de Charles de Guise, fils d'Henri de Guise exécuté à Blois le 23 décembre 1588, et neveu de Mayenne, chef des ligueurs. Le ralliement eut lieu en novembre 1594. Au début de 1595, la Ligue était encore puissante dans quelques provinces comme le Lyonnais, mais ne tenait plus que grâce à l'appui de Philippe II d'Espagne. Sur ces faits, Henri IV déclara la guerre au roi d'Espagne le 17 janvier 1595. Fin mai, le roi de France partit en campagne pour la Franche-Comté à la tête de son armée. Le 5 juin, il remporta la victoire de Fontaine-Française sur les forces réunies du connétable de Castille et de Mayenne. Le 4 septembre, il fit une entrée triomphale à Lyon. Surtout, le 17 septembre, il fut absous solennellement à Rome par Clément VIII. Henri IV se tourna vers la Picardie, où les Espagnols progressaient. Le roi décida d'assiéger l'affaire en novembre 1595. Il fit de Rosny une sorte d'envoyé spécial auprès du Conseil des finances pour leur représenter le dessein de son siège. En clair, Maximilien se vit confier la gestion financière de l'armée. Durant les 6 mois du siège, l'armée ne manqua de rien. En récompense, Henri IV introduisit Rosny dans ses 2 conseils. Le Conseil des affaires était un petit groupe de conseillers choisis que le roi réunissait de façon informelle pour délibérer sur les plus importantes affaires d'État. Aucun acte en forme n'était nécessaire pour désigner les membres de ce conseil. En revanche,
il en fallait un pour désigner un membre du Conseil des finances. À la suite de la mort du surintendant des finances François d'O, un règlement du 25 novembre 1594 décida de la suppression de la charge de surintendant et la remplaça par un conseil de 8 membres, une direction collégiale à la tête de laquelle fut placé le duc de Nevers. Ce dernier mourut en octobre 1595. Rosny prit séance au Conseil des finances au début d'août 1596. Ce collège était en fait dominé par Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy. La situation financière était critique. Il fallait de l'argent frais. Une seule solution, le prendre dans les caisses des comptables provinciaux qui, dans les circonscriptions financières appelées généralités, maniaient les deniers publics. Chaque généralité était administrée par des trésoriers de France qui formaient des organismes collégiaux dénommés bureaux de finances. Les bureaux de finances d'Orléans et de Tours reçurent la visite de M. de Rosny. Maximilien s'y distingua par sa brutalité et ramena au roi une grosse somme d'argent en espèces. Sans prêter l'oreille aux détracteurs de Rosny qui dénonçaient ses agissements, le roi fit cadeau à Maximilien de 4000 écus d'or. La guerre continuait. Le 11 mars 1597, Amiens tomba par surprise. Rosny rejoignit aussitôt Henri IV au Louvre. Dès le 12 mars, le roi prit le chemin de la Picardie pour renforcer les garnisons. Le 8 juin, Henri IV était devant Amiens avec des renforts importants et de l'artillerie. Le Conseil des finances restait à Paris. Maximilien s'occupait de tout ce qui touchait au siège. Marché de vivres et munitions, paiement des troupes, fonte des canons à l'arsenal. Pour faire face aux dépenses, on vendit de nouveaux offices, dignités avec fonction publique. Rosny reçut l'ordre express du roi de rester à Paris. Interdiction de se rendre sur ses terres. Grâce au bon ménage de Maximilien, Henri IV put rassembler 20 000 hommes de pied, 3 000 chevaux et 45 canons et faire face à toutes les dépenses. Amiens capitula le 19 septembre et le roi y fit son entrée le 25. Le jour même de la capitulation de la ville, Salomon de Béthune mourut. Pour remercier Maximilien, le roi nomma ce dernier gouverneur de Mantes, charge dans laquelle il succéderait à son frère. En février 1598, les négociations de paix entre la France et l'Espagne s'ouvrirent à Vervins dans le Vermandois, sous la présidence du cardinal de Florence, envoyé pontifical. Tandis que se déroulaient ces entretiens, Henri IV conduisait une expédition en Bretagne où le duc de Mercœur, gouverneur de la province, bravait l'autorité royale. Le roi arriva à Angers le 7 mars. Rosny le rejoignit quelques jours plus tard. Pour faire la paix, la duchesse de Mercœur offrait la main de sa fille Françoise de Lorraine, âgée de 6 ans, pour César de Vendôme, bâtard légitimé d'Henri IV, et de sa favorite Gabrielle d'Estrées. Le contrat de mariage de César et de Françoise fut signé le 5 avril 1598. César, âgé de 4 ans, fut nommé gouverneur de Bretagne à la place de son futur beau-père. Henri IV se rendit à Nantes où il reçut la soumission de Mercœur et signa le 30 avril l'édit de pacification qui accordait un statut particulier aux protestants. Rosny, quant à lui, fut chargé de la logistique et du paiement des troupes. On y est habitué. Arrivé à Rennes, il négocia avec les États réunis dans la ville et obtint pour le roi un don de 800 000 écus d'or. Mais Maximilien est maintenant consulté sur pratiquement tout. Le Parlement et la Chambre des comptes de Bretagne et les corps constitués de la ville de Rennes refusent de payer les taxes qui leur ont été imposées par les États de Bretagne. Rosny devra faire contraindre toutes ces entités
au paiement de ces taxes. Henri IV fit son entrée à Rennes le 9 mai et y resta une semaine. Le traité avec l'Espagne venait d'être signé à Vervins le 2 mai. Le royaume était désormais pacifié. Maximilien s'attarda à Rennes pour y rester et pour y régler des problèmes d'intendance. Dans ses mémoires, il évoquera la fin de ce séjour en ces termes restés célèbres. Vous demeurâtes 5 ou 6 jours pour suivre l'armée en son retour, afin d'empêcher qu'elle n'apportât aucune vexation au peuple de la campagne, duquel vous aviez toujours un soin merveilleux, disant souvent au roi que le labourage et le pâturage étaient les deux mamelles dont la France était alimentée, et les vraies mines et trésors du Pérou. Rosny est alors un conseiller écouté, mais il va véritablement accéder au pouvoir à la chute de son principal rival, le seigneur de Sancy. Vous avez ici Sancy. Sancy était le véritable maître du Conseil des finances. Se croyant tout-puissant, il se comportait à la cour comme en pays conquis, jusqu'à manquer à la plus élémentaire prudence. Gabrielle d'Estrées, la favorite du roi, manifestait de plus en plus ouvertement son ambition d'être reine, ce qui supposait au préalable la déclaration de nullité du premier mariage du roi avec Marguerite de Valois. Rosny, tout en désapprouvant le projet du roi, se montra toujours très prudent dans ses critiques. Mais Sancy eut le tort d'exposer son point de vue en public, dans le carrosse même du roi, en présence du duc de Montpensier, en novembre 1595. Sancy était bien conscient du danger, mais il mettait l'intérêt de la couronne au-dessus de toute autre considération. Quand Gabrielle eut mis au monde en avril 1598 son troisième enfant Alexandre, le roi lui jura de l'épouser, ce qu'elle refusa de croire s'il ne lui promettait pas en même temps d'éloigner Sancy. Incapable de rien refuser à sa maîtresse, Henri IV ne fit pas d'éclat, mais simplement, entre guillemets, oublia à 2 reprises d'appeler Sancy dans ses conseils. Celui-ci comprit, il demanda son congé et rentra chez lui. Même si sa disgrâce ne fut ni brutale ni totale, il fut contraint de vendre en 1604 son célèbre diamant qu'il avait acheté en 1593. L'assise de la dynastie restait fragile. Henri IV n'avait que des bâtards. L'héritier au trône était le jeune prince de Condé, un enfant de 10 ans né posthume. Mais le coup de grâce tomba le 23 février 1599. Le roi annonça comme prochain son mariage avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, enceinte pour la 4e fois. Vous avez ici Gabrielle d'Estrées à droite et une de ses sœurs, peut-être Villars. 1594-1595, école de Fontainebleau, musée du Louvre. L'opinion était scandalisée. Cette décision irrationnelle ne fut pas suivie d'effet. Le samedi saint 10 avril 1599, Gabrielle d'Estrées périt dans d'atroces souffrances en mettant au monde un enfant mort-né. Cette disparition fut suivie le 29 juillet par celle du chancelier de Cheverny. Le 2 août, Henri IV lui donna un successeur en la personne de Pomponne de Bellièvre. Âgé de 70 ans et réputé pour sa sagesse et son intégrité, la charge de chancelier venait récompenser les services éminents que Bellièvre avait rendus à la couronne. L'autre personne en vue était Villeroy. Vous avez ici Villeroy par Pierre Dumontier vers 1590, Musée national de Varsovie. Âgé de 56 ans, il était chargé de la correspondance avec les pays étrangers depuis 1594. Concrètement, il était le chef de la diplomatie française. À leur côté, Rosny faisait figure de novice et occupait un rang relativement modeste. Mais cela n'allait pas durer. En 5 ans, Henri IV combla Rosny
de charge et de dignité. Membre du Conseil des finances, il devint dès 1598-1599 détenteur de fait de la surintendance, sans qu'aucun acte ou brevet l'en ait investi. Le 5 septembre 1599, il fut nommé grand voyer de France, charge créée pour lui. Pour la première fois, les travaux publics en France furent placés sous la direction d'un chef unique. L'office de voyer particulier de Paris lui sera accordé en mars 1603. Dès novembre 1602, le roi avait complété ce dispositif en nommant Maximilien surintendant de ces bâtiments, c'est-à-dire les résidences royales de Paris et des environs, Louvre, Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, mais pas Fontainebleau. La sphère militaire n'est pas en reste. En juillet 1599, il est nommé surintendant des fortifications, en charge de la construction et de l'entretien des remparts et des citadelles. Mais le plus prestigieux des offices occupés par Maximilien est la charge de grand maître et capitaine général de l'artillerie de France, à laquelle il est nommé le 13 novembre 1599 et qui lui donne autorité sur tout le personnel de l'artillerie. Il a pour mission de fabriquer et d'entretenir les pièces d'artillerie et les munitions. Cet emploi lui procure une résidence officielle, le palais de l'Arsenal. Ce palais et son enclos communiquent avec la Bastille, forteresse et prison d'État dont Rosny est nommé gouverneur le 26 janvier 1602. On le voit, Maximilien ne va pas chômer. La tâche la plus urgente est la remise en ordre des finances. Des provinces entières comme la Bretagne ou des grandes villes comme Rouen ou Paris avaient échappé au contrôle du roi. En 1598, le montant de la dette est estimé entre 90 et 145 millions de livres, 90 à 145 tonnes d'or, constitués d'emprunts non remboursés ou d'engagements non tenus. Depuis 1516, la France était alliée au canton suisse, réservoir de mercenaires. Une alliance entretenue par des pensions versées à chaque canton. Les pensions et les soldes étaient irrégulièrement payés. De plus, les rois avaient contracté des emprunts auprès des villes et des cantons. En 1602, la dette s'élevait à 36 millions de livres, 36 tonnes d'or. Maximilien proposa un premier versement de 3 millions de livres, plus des versements annuels de 1 200 000 livres. Les colonels et capitaines suisses non payés depuis des années acceptèrent des rabais sur leurs créances en échange d'un paiement certain. Grâce à cela, la dette totale envers les Suisses n'était plus que de 16,7 millions de livres en 1607. Une dette réduite de moitié en 5 ans. Rosny procéda avec brutalité et efficacité avec tout le monde, même s'il dut reculer devant les rentiers parisiens en 1605. Les années 1598-1604 sont aussi marquées par différents épisodes. Le 5 octobre 1600, le mariage entre Henri IV et Marie de Médicis eut lieu par procuration à Florence. À l'aspect purement politique du projet s'ajoutait un aspect financier. Le grand-duc de Toscane Ferdinand Ier, oncle de Marie, était l'un des principaux créanciers de la couronne qui lui devait 3,5 millions de livres. La dot de la princesse Marie devait servir à réduire cette dette. On s'arrêta au chiffre de 600 000 écus, 1 800 000 livres. Rosny, qui était intervenu dans les négociations, avait permis de réduire la dette envers le duc de Toscane de moitié. Maximilien intervint aussi dans la guerre de Savoie. Charles-Emmanuel Ier de Savoie n'avait pas fait la paix avec la France. En juillet 1600, Henri IV décida de lever une armée. Rosny fut chargé de l'approvisionnement en vivres et munitions. L'artillerie fit merveille. La paix fut signée le 17 janvier 1601. Rachel de Cochefilet, madame de Rosny,
qui avait suivi son mari à la guerre, facilita les négociations à plusieurs reprises. À Montmélian, elle accueillit les avances de l'épouse du gouverneur qui désirait hâter la cessation des hostilités. En août 1601, Philippe de Béthune, frère catholique de Maximilien, fut nommé ambassadeur à Rome, poste qu'il occupa jusqu'en juillet 1605. Une victoire du clan Béthune survit le roi. Sous son ambassade, l'influence française fut rétablie à Rome. Durant cette période, Rosny avait quitté la France brièvement. La reine Élisabeth d'Angleterre mourut le 3 avril 1603. Le roi d'Écosse Jacques VI fut reconnu comme roi et prit le nom de Jacques Ier. Les rois et princes d'Europe dépêchèrent des ambassadeurs extraordinaires. Henri IV choisit Rosny pour le représenter. Maximilien a manifestement considéré cet épisode comme l'un des plus glorieux de sa carrière. Il se mit en route le 7 juin avec à sa suite 80 gentilshommes et 300 serviteurs. Il arriva à Londres le 19 juin et fut reçu en audience par Jacques Ier le 22 juin. Durant son séjour de 2 semaines, les alliances entre les couronnes de France et d'Angleterre furent maintenues. Un accord fut trouvé sur l'aide à apporter aux Provinces-Unies. En récompense, Maximilien fut nommé gouverneur du Poitou en décembre 1603, une région gagnée par la Réforme. Il avait toutefois un concurrent au sein du gouvernement, le chancelier Bellièvre. Vous avez ici Pomponne de Bellièvre, médaille en étain 1598. L'hostilité entre les deux hommes éclata au grand jour à partir de septembre 1602 à propos d'un projet. Depuis la fin du XVe siècle, un grand nombre de charges publiques étaient devenues en France vénales, donc héréditaires, avec toutefois des limites. Rosny présenta un projet au Conseil d'État et des Finances. Moyennant le paiement d'un droit annuel s'élevant au 60e de la valeur de l'office, les officiers pourraient transmettre leurs charges à qui bon leur semble ou le vendre à un tiers. Le nouveau droit serait affermé. Un officier, Charles Paulet, d'où le nom Paulette, offrait de se charger de la perception et de la gestion pour 900 000 livres par an. Le chancelier s'y opposa. Le roi ne pourrait plus récompenser de fidèles serviteurs. On ne demanderait plus de solides compétences juridiques aux officiers. Toute suppression d'office serait impossible. Le droit annuel fut institué par un arrêt du Conseil du 7 décembre 1604. Les conséquences négatives pressenties par Bellièvre se vérifièrent. La monarchie ne cessa de créer de nouvelles charges au XVIIe et XVIIIe siècle. Le niveau intellectuel de la magistrature s'en trouva abaissé. Les juges devinrent indépendants et se rebellèrent à de nombreuses reprises. Bellièvre fut désavoué et remplacé par Sillery en décembre 1604. Rosny pourrait désormais partager le pouvoir avec Henri IV. Le roi marqua sa faveur en érigeant la terre de Sully en duché-pairie en février 1606. C'est en allant visiter sa nouvelle terre de Baugy au printemps 1601 que Rosny aurait été séduit par le site et le château de Sully-sur-Loire dans le Loiret. Vous avez ici le château de Sully-sur-Loire. À gauche, le donjon médiéval des La Trémouille et la tour d'artillerie à droite, construite par Sully. Claude de La Trémouille vendit cette baronnie à Rosny en juillet 1602 pour la somme de 126 000 livres. En 1605, Rosny renforça sa présence locale en achetant de nouvelles terres en Berry, notamment la seigneurie de la Chapelle d'Anguillon et la principauté de Boisbel. La qualité de duc et père plaçait Sully au premier rang dans l'État et au deuxième rang dans l'échelle des préséances, immédiatement après les princes de sang. Mais il était bien plus que cela à Boisbel.
Cette terre était un franc halleux, une principauté totalement indépendante, comme l'est Monaco aujourd'hui. Sully y était souverain et y battait monnaie. Le roi n'y levait aucun impôt et n'y exerçait aucune juridiction. Cette terre sera réunie au domaine royal en 1766. Au début de l'année 1609, Sully adopte le projet de création de la ville d'Henrichemont au sein de sa principauté. Le plan initial prévoyait un tracé carré de 500 mètres de côté, le tout ceint de remparts et de fossés. 4 rues principales relieraient la grande place centrale aux portes de la ville. Ces rues découperaient la ville en 4 quartiers, pourvus chacun d'une petite place. Les terrains à bâtir furent divisés en lots vendus ou loués à des particuliers. La ville commença à sortir de terre. Mais Sully ne s'attardait pas sur ces terres. Durant le règne d'Henri IV, il résidait quasi exclusivement à l'Arsenal à Paris. À son arrivée, il reconstruisit le logis des grands maîtres qui prend la forme d'une grande galerie abritant des appartements ou des salles de réception. L'appartement du grand maître était situé à l'étage dans un espace aujourd'hui occupé par les salles de la bibliothèque de l'Arsenal. Vous avez ici la bibliothèque de l'Arsenal, la salle de lecture. Sully y vivait avec ses nombreux enfants. Le palais du grand maître était le cadre de fêtes splendides, ballets et comédies donnés pour le roi. Henri IV, qui s'y plaisait, y venait souvent. Sully, décrit comme excellent danseur, n'était pas seulement l'homme d'État austère, puritain parce que protestant, auquel on s'attendrait. C'était un homme de la Renaissance. Sa présence constante à l'Arsenal n'est cependant pas due à ces fêtes. Le surintendant était accablé de travail et le roi réclamait en permanence sa présence à ses côtés. Maximilien se levait à 4 heures et travaillait dans son cabinet jusqu'à 6h30. Les mardis, jeudis et samedis, jours où se réunissait le Conseil d'État et des Finances, il s'y rendait à 7 heures et y siégeait jusqu'à 10 ou 11 heures. Il retournait ensuite à l'Arsenal et donnait audience dans la grande salle après avoir dîné. Les lundis, mercredis et vendredis matins, il assistait parfois au conseil des partis. Certains jours, le roi le convoquait pour tenir le conseil des affaires. Les matinées libres des lundis, mercredis et vendredis étaient consacrées à l'examen de ses autres affaires comme l'artillerie ou les travaux publics. Les après-dîners des lundis, mercredis et vendredis étaient réservés à ses affaires domestiques. On le voit, la tâche est immense. Nous sommes frappés par les connaissances de Maximilien dans le domaine des finances, un domaine complexe réservé à des initiés. Sully avait étudié les mathématiques et acquis les connaissances qui lui faisaient défaut. C'est un bon gestionnaire. Il gère le « budget ». On disait aperçu des recettes et dépenses à cette époque. En 1607, les recettes fiscales se montent à 30 millions de livres, 30 tonnes d'or. Les impôts directs se montent à 17,8 millions de livres, plus 6,7 millions pour les gabelles, impôts sur le sel, et 5,8 millions de livres pour les autres impôts, dont les impôts indirects. Sur ces 30 millions de livres, seuls 19,1 millions entraient à l'épargne. Les impôts directs représentaient 55% des recettes. Ils provenaient majoritairement de la taille, un impôt sur le revenu touchant les personnes physiques roturières dans la majorité du royaume, nord et centre du royaume. On l'appelait taille personnelle dans ces régions. Les dépenses oscillent entre 16 et 19 millions de livres entre 1601 et 1609. L'armée, la marine et les ponts et chaussées représentent 6 millions de livres. La cour, la maison du roi, les bâtiments et les dons, 9 ou 10 millions, dont 3 millions pour la cour et 2 millions pour les pensions. C'est une période faste. Les excédents de recettes
sont constants de 1601 à 1609. L'excédent cumulé se montera à 16 millions de livres en 1610, dont 5 millions gardés dans des coffres à la Bastille. Sully peut se lancer dans une politique de grands travaux. 600 000 livres sont dépensés en différents chantiers en 1605. 1 150 000 livres en 1609. La nouveauté consiste à centraliser les revenus royaux affectés aux travaux publics dans les généralités, circonscriptions financières, de façon à les utiliser au mieux des intérêts généraux du royaume. Tout le royaume en profite, mais les généralités de Paris, Orléans, Bourges et Poitiers, où Sully est implanté, sont favorisées. Le surintendant embellit Paris avec Henri IV. L'aménagement de la place royale est annoncé en juillet 1605. Vous avez ici la place des Vosges, le pavillon de la reine. La place formera un carré de 140 mètres de côté. Les lots sont cédés à des particuliers sur 3 côtés. Chacun des 3 côtés devra comprendre 9 pavillons. Les maisons seront construites sur un modèle uniforme. La pierre et la brique sont imposées. Les pièces d'habitation donneront sur la rue. Les arcades du rez-de-chaussée accueilleront des boutiques. Henri IV fit construire un pavillon dit du roi sur le côté sud. Il est plus haut que les autres et n'abrite aucune boutique. Il est percé de passages qui établissent une liaison. Le pavillon du roi est l'entrée principale et l'axe de la place. L'aménagement du côté nord, en 1607, débute par la destruction d'une manufacture qui sera remplacée par 9 pavillons. 80% des propriétaires sont des officiers ou des nobles de robe. Beaucoup sont des créatures ou des clients de Sully, comme Claude Chastillon, ingénieur du roi. La place royale, actuelle place des Vosges, est inaugurée en avril 1612. La province n'est pas en reste. La réfection des chemins royaux est avancée en Poitou en 1610. Des ponts sont construits dans toute la France. Le pont de Châtellerault, long de 137 mètres, est achevé en 1609. Mais les plus gros efforts portent sur les voies navigables qui sont plus commodes et moins coûteuses pour les transports. Les cours d'eau sont drainés et des levées construites. L'entreprise la plus audacieuse est la construction du canal de Briare. Il s'agit de relier la Loire au Loing et à la Seine. L'ouvrage est adjugé à l'entrepreneur Hugues Cogniet en 1604. Il porte le nombre d'écluses de 10 à 16. Elles doivent permettre le franchissement d'un dénivelé de 50 mètres sur 12 km. Vous avez ici la merveille du canal, Rogny-les-Sept-Écluses dans l'Yonne, 24 mètres de dénivelé. Sully soutient le projet et visite le chantier avec la reine en 1606. En avril 1610, les travaux avaient coûté 745 000 livres. Il en manquait 337 000 pour l'achèvement. Les travaux sont interrompus en 1611 avec la disgrâce de Sully. Le canal sera achevé en 1642. On le voit, Maximilien a développé les travaux publics. Mais était-il un bon économiste? Pas si sûr. Les classes supérieures s'habillent de soie qui est importée. Pour Sully, il suffit d'interdire toutes les manifestations de luxe par des édits somptuaires. Bon, ça n'a jamais marché. Henri IV raisonne autrement. Faute de pouvoir interdire l'usage de la soie, il faut trouver le moyen de la fabriquer en France. Il s'appuie sur un négociant huguenot du Dauphiné, Barthélemy de Laffemas, qui remet au roi un mémoire intitulé « Règlement général pour dresser les manufactures du royaume ». Pour développer la culture du mûrier et du verre à soie, le roi convoque un gentilhomme calviniste du Vivarais, Olivier de Serres, un agronome âgé de 60 ans. Celui-ci rédige en 1600 le théâtre d'agriculture qui paraît
chez l'imprimeur du roi. Vous avez ici le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, illustration du chapitre 2, édition 2600. Henri IV, à qui il est adressé, s'en fit lire le chapitre après son dîner pendant 3 ou 4 mois et en assura la diffusion. Olivier de Serres y prône également la diffusion du maïs, du houblon et de la betterave. Là encore, le roi se montre plus audacieux que Sully, terrien attaché aux valeurs traditionnelles du sol. Pour lui, chaque pays a son climat et ses productions naturelles. Des idées qui se reflètent dans les investissements de Maximilien. Henri IV a récompensé son surintendant. Le montant annuel des gages, pensions et gratifications diverses accordées à Sully s'élève à 140 000 livres. Soulignons que ce dernier n'a jamais piqué dans la caisse. Ces biens proviennent de l'exercice de ses charges et des libéralités du roi. En 1610, sa fortune est estimée à plus de 2 millions de livres. La terre représente 80% du total. On le voit, le surintendant court après la richesse et les honneurs. Il ne lui manque qu'une charge pour parfaire sa puissance. Devenir connétable. Le connétable est le chef des armées royales. La charge est toujours occupée par un noble d'épée et ne peut être confiée qu'à un catholique. Elle est détenue depuis 1593 par Henri de Montmorency. Celui-ci étant âgé de 73 ans en 1607, sa succession ne tarderait pas à s'ouvrir. Le roi pense à Maximilien pour lui succéder. Sully doit abjurer le protestantisme pour cela. A priori, c'est peu de choses. Même s'il a toujours pratiqué scrupuleusement son culte, le surintendant est un modéré. Il se rend régulièrement dans les églises catholiques pour aller écouter des prédicateurs. Il a le goût du débat. Il fréquente des archevêques comme celui de Sens. Il préfère voir dans les confessions chrétiennes davantage ce qui les rapproche que ce qui les sépare. Mais malgré les multiples assauts du roi, Sully refuse de se convertir. La résistance de Maximilien était un sujet d'étonnement pour ses contemporains et pose encore question aujourd'hui. Hypothèse la plus souvent avancée, Sully a toute sa vie été hanté par la Saint-Barthélemy. Comment adhérer à une religion dont les membres avaient perpétré de telles atrocités? Le renoncement à l'office de connétable est le plus grand mystère de Sully. Il a emporté son secret dans la tombe. Henri IV ne pourra plus prier son ami de se convertir. En 1610, le roi se prépare à la guerre dans l'affaire de succession de Clèves et de Juliers, deux duchés appartenant à l'Empire germanique. La reine Marie de Médicis est couronnée le 13 mai 1610 à Saint-Denis. Vous avez ici Marie de Médicis, France Pourbu le Jeune, Palais 1610, Musée du Louvre. Le roi doit partir pour le front le 19 mai. En son absence, la reine sera régente au sein d'un conseil de 15 membres. Le 14 mai 1610, Henri IV veut s'entretenir avec Sully des derniers préparatifs. Le surintendant est à l'Arsenal où il est souffrant. Dans l'après-midi, le roi monte dans son carrosse. Rue de la Ferronnerie, il est poignardé par Ravaillac. Il meurt peu après au Louvre. Apprenant la nouvelle, Sully part pour le Louvre, mais fait demi-tour en chemin et rentre à l'Arsenal. Il envoie un message à la reine pour l'assurer de son obéissance et lui offrir ses services. Maximilien est désemparé. Il a perdu son ami et protecteur. Marie de Médicis confirme Sully dans ses charges et pensions. Mais cette continuité n'est qu'apparente. La reine est sous l'influence de ses favoris Concino Concini et sa femme Leonora Galigai. Maximilien n'a plus voix au chapitre. De plus,
il désapprouve la politique d'alliance avec l'Espagne. Marie de Médicis s'engage dans une politique de largesse que le surintendant a toutes les peines du monde à contenir. Les rivalités entre les grands augmentent. Le 26 janvier 1611, Sully démissionne de ses charges de surintendance des finances et de capitaine de la Bastille. Il restait grand voyer de France, surintendant des bâtiments et gouverneur du Poitou. Il commençait une retraite de 30 années. Dans l'immédiat, son premier réflexe fut de se retirer sur ses terres, notamment celle du Berry, plus pour assurer sa sécurité que pour manifester son dépit. De là, il voit ses plus grandes craintes se réaliser. La Régence détruit méthodiquement son œuvre. Le budget qu'il avait rendu excédentaire se trouve en déficit. Les réserves accumulées par Maximilien furent épuisées. Au début de 1614, il fallut entamer le trésor de la Bastille, qui contenait toujours 5 millions de livres. L'année suivante, il était à sec. Sully restait grand voyer, mais le programme des travaux et leur financement furent désormais signés par le roi Louis XIII, 1610-1643, et contresignés par un secrétaire d'État et non plus par lui. Vous avez ici Louis XIII à 10 ans, 1611, France Pourbu le Jeune, Palais Pitti. Le financement centralisé n'existait plus. Jusqu'en 1614, le duc avait réussi à maintenir le budget annuel des ponts et chaussées aux alentours de 800 000 livres. En 1616, il tomba à 13 900 livres. Les ponts et chaussées ne retrouveront une direction centrale qu'avec Colbert. Il fallut attendre 1680 pour que leur budget remontât au niveau qu'il avait atteint vers 1610. Les entreprises personnelles du duc subissent elles aussi le contre-coup de sa disgrâce. Les travaux d'Henrichemont stagnent. Vous avez ici Henrichemont, la place Henri IV. En 1612, 2 entrepreneurs portent plainte contre Sully. En 1624, un arrêt du Parlement condamne Maximilien à payer les ouvrages faits à leur juste valeur, soit plus de 200 000 livres. À cette date, la ville présente un triste aspect. En dehors de la place centrale et des 4 grandes rues, on n'y voit que fondations et pans de murs. Les maisons de la grande place ne sont pas habitées par leurs propriétaires qui les donnent en bail. Certains d'entre eux s'en déferont à vil prix dans les années 1630-1640. Pour se consoler de ces déboires, Maximilien décide de rédiger la première version de ses mémoires entre 1611 et 1617. Ce sont les économies royales. Il s'agit de dresser le bilan des services qu'il avait rendus à la France dans la collaboration la plus étroite avec le monarque défunt. Sully a utilisé ses souvenirs personnels, la documentation accumulée lors de ses ministères et les journaux qu'il avait rédigés ou fait rédiger à différentes époques par des familiers. Dans cette première version, non destinée à la publication, le duc ne s'est pas trop éloigné de la vérité historique. Rédiger ses mémoires ne le console cependant pas totalement. En août 1615, Henri II de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, se soulève en levant des troupes et se dirige vers le Poitou. Sully voyait ses chances de revenir au pouvoir s'amenuiser. Il était de plus exaspéré par le retard apporté au paiement de ses gages et appointements. Au début de l'année 1616, il se joignit aux rebelles. Le roi et sa mère décidèrent de négocier. Le traité signé à Loudun le 3 mai 1616 consacra le triomphe des intérêts particuliers sur l'intérêt général. Maximilien obtint tout. Les 300 000 livres que la reine lui avait accordés en janvier 1611 et qu'il n'avait pas encore touchés, le paiement de tous ses gages et pensions, ou la survivance de son gouvernement du Poitou pour son gendre, le duc de Rohan. Ce sera son seul acte de révolte.
il restera dorénavant fidèle à la couronne. En 1621, les protestants se soulevèrent. Le roi prit la tête de son armée pour les affronter. Le 17 août, il mit le siège devant Montauban. Le duc de Rohan, gendre de Sully, était à la tête des forces protestantes. Maximilien, qui avait rejoint le roi à son quartier général, désapprouva la conduite de son gendre, à qui il adressa le 22 août une longue lettre publique pour le dissuader de secourir les assiégés. Il se désolidarisa également de son fils, le comte d'Orval, qui défendait la place. Son épouse, Rachel de Cochefilet, se trouvait au château de Sully. Des combats se déroulaient sur la Loire. L'armée royale, commandée par le prince de Condé, pourchassait les protestants. En mai 1621, l'armée royale s'empara de Jargeau, une place de sûreté protestante dont Maximilien était gouverneur. Vous avez ici les premières représentations connues de Jargeau. Claude Chastillon, début du XVIIe siècle. 300 fuyards huguenots qui voulaient se réfugier à Sancerre vinrent camper dans le parc du château de Sully. Condé arriva le 15 juillet et après 3 jours de combat, les occupants se rendirent. Après ces événements, Maximilien n'intervint plus dans les affaires du royaume. Il pouvait se consacrer à la gestion de son patrimoine. Durant sa retraite, il diversifia ses placements. Il achète de nombreux greffes, les dépôts où se conservaient tous les actes d'une juridiction en Poitou et Languedoc. Le greffier était chargé de recevoir et d'expédier les jugements et d'en conserver le dépôt. En Languedoc, Nîmes ou Béziers par exemple, les greffes rapportaient 8% par an, plus que les terres. Les prêts d'argent représentent des sommes beaucoup plus importantes. Lui-même empruntait. À sa mort en 1641, il devait 168 000 livres à divers créanciers, 3% de sa fortune. Beaucoup plus importants sont les montants de ses créances, 800 000 livres. Il a consenti la majorité de ses prêts à des protestants, bourgeois ou villes comme La Rochelle et Montauban. En 1641, le capital de Maximilien est estimé à plus de 5 millions de livres. Il a doublé par rapport à 1610. Une fortune loin d'égaler celle laissée par Richelieu, 20 millions de livres, mais comparable à celle de Colbert, 4 400 000 livres. Le bon ménage de Sully a fait merveille. La terre est passée de 80 à 60% du capital. L'élément mobilier se monte désormais à 40%. À cela, il faut ajouter l'argent liquide, les objets précieux et les bijoux. Mais si les finances sont au beau fixe, il n'en va pas de même de sa situation familiale. Son fils aîné Maximilien lui causa en particulier bien des soucis. Né en 1588, il s'était marié en 1609. Au bout de quelques années, il se sépara de sa femme, prit une maîtresse dont il eut 2 enfants, dilapida son bien et contracta des dettes. Du côté de ses fonctions publiques, Maximilien, devenu marquis de Rosny en 1610, remplit dans un premier temps convenablement sa charge de grand maître de l'artillerie dont Sully restait propriétaire. Mais ensuite, son incapacité se révéla de plus en plus flagrante. En 1624, Richelieu devint Premier ministre de Louis XIII. Vous avez ici le cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne, 1639, musée du Louvre. En 1627, le cardinal stigmatise dans ses lettres l'incompétence de Rosny. Dès l'année suivante, le roi fit exercer la charge de grand maître par d'autres personnes. Finalement, le marquis de Rosny mourut le 1er septembre 1634. Richelieu refusa que Sully rentre en possession de son office. En contrepartie, le cardinal nomma Maximilien maréchal de France le 18 septembre 1634. Mais c'est un lot de consolation. Du moins, l'honneur était sauf. Tout espoir de revenir au pouvoir
étant désormais perdue, Sully décide en 1638 de livrer ses mémoires à la postérité en les imprimant. Les économies royales seront imprimées clandestinement au château de Sully par un auxerrois. Vous avez ici les économies royales, édition originale de 1639. Les travaux commencent dans les premiers mois de 1639 pour être achevés en mai 1640. Les 2 tomes en 2 volumes, tirés à 367 exemplaires, retracent les années 1572 à 1605. Dans ses écrits, Maximilien s'éloigne très souvent de la vérité historique. Il gonfle des chiffres pour se mettre en valeur. Il invente des faits imaginaires, comme la visite que le duc de Savoie aurait faite à l'Arsenal en décembre 1599. Ces mémoires contiennent un grand nombre de documents reçus ou envoyés par Sully. Plusieurs lettres ont été entièrement ou partiellement forgées par Maximilien. Or, ces déformations ne lui sont pas propres. Elles étaient courantes au XVIIe siècle. Il a simplement abusé de ce procédé. Il s'en est servi pour se grandir, mais aussi pour abaisser les autres acteurs de l'histoire. Au printemps 1604, on découvrit que l'un des commis de Villeroy, secrétaire d'État chargé de la correspondance avec les pays étrangers, communiquait depuis plusieurs années à l'Espagne les copies des dépêches échangées entre Henri IV et ses ambassadeurs. Dans ses mémoires, Sully dit que le roi irrité se serait plaint de la nonchalance de Villeroy et que Maximilien, loin de défendre son collègue, aurait attisé le ressentiment du monarque. Mais dans les lettres originales conservées à la bibliothèque de l'Arsenal, Sully exprima sa sympathie et son amitié à Villeroy. En réalité, Sully exprime dans ses mémoires le ressentiment qu'il a éprouvé à l'égard de son collègue après avoir été écarté du pouvoir, tandis que Villeroy restait au Conseil jusqu'à sa mort en 1617. Des mémoires en forme de testament. Sully s'éteint en son château de Villebon le 22 décembre 1641. Son corps fut conduit à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou. Rachel de Cochefilet fit construire un mausolée. Au centre fut placée une statue de marbre blanc représentant Maximilien et Rachel à genoux. Vous avez ici le tombeau du duc de Sully et de Rachel de Cochefilet. Nogent-le-Rotrou, statue du duc par Barthélemy Boudin, 1642. Rachel devait y rejoindre son mari en 1659, à l'âge de 97 ans. En 1793, les sépultures du duc et de la duchesse de Sully furent profanées et leurs restes dispersés. Quelques ossements furent recueillis et portés au cimetière de l'hôpital. En 1883, le comte de Sully les fit identifier et transférer dans son château de Sully-sur-Loire. Pour les abriter, il fit exécuter un moulage du monument funéraire de Nogent-le-Rotrou. C'est là qu'il repose aujourd'hui. Ainsi disparut ce ministre atypique, premier des grands ministres du XVIIe siècle, mais seul protestant et seul noble d'épée. Après lui, l'Église et la robe ont dirigé la France. Sully est le seul noble d'épée qui s'est aventuré dans la gestion financière et administrative. Dans ses économies royales, il associe la gestion des finances à l'action militaire. Il stigmatise les gens de robes longues et d'écritoire, leur charge ne consistant qu'à prôner, qu'acter, faire la mine, écrire et sceller, qui sont toutes choses qui résident en la volonté, au lieu que ceux-là qui faisaient le métier de la guerre et s'employaient aux finances, étaient obligés à produire des réalités qui ne dépendaient pas de leur vouloir, l'argent ne se trouvant pas, les victoires ne s'obtenant pas avec des mains de papier, des traits de plume, des paroles vaines, des sceaux et de la cire. Ce gentilhomme, grand seigneur pénétré de la supériorité de son ordre, a été l'artisan des officiers. En instaurant le droit annuel sur la transmission des charges, il a favorisé leur ascension et écarté du pouvoir la noblesse de race, assurant
le triomphe des gens de robe qu'il détestait.